À tous, nous allons commencer. Merci d'être venus. Nous allons commencer avec le mot de bienvenue de la présidente de la Chambre d'agriculture, Georgia Lambertin, à qui je laisse la parole. Bonjour à tous. Je me présente, Georgia Lambertin, présidente de la Chambre d'agriculture. Le but, ce n'est pas que je fasse un long discours. Le but, c'est surtout de vous expliquer un petit peu l'idée de départ du webinaire. Au départ, ce sont les jeunes agriculteurs qui m'ont demandé de développer, enfin, s'ils pouvaient être accompagnés techniquement vis-à-vis d'avoir un appui technique un peu particulier face à cette problématique que l'on a eue vis-à-vis du gel. Et j'ai vite réfléchi et je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour toucher à la fois les jeunes agriculteurs, mais aussi un grand nombre d'agriculteurs, parce que je pense qu'on a vécu tous une période, une catastrophe, je dirais, agronomique depuis 15 jours. Et aujourd'hui, bien entendu, on se pose des questions, comment est-ce qu'on va gérer nos vignobles? Donc, il y avait deux solutions. C'était soit on passait, pour toucher un grand nombre d'exploitants, c'était soit on passait par de la formation, soit on passait par ce webinaire. Et mardi, les techniciens ont commencé à réfléchir à ce moyen pour pouvoir revenir vite vers vous. Et surtout, à ce que ce soit important, c'est qu'on nous rende autonomes techniquement. Le but, bien entendu, parce que je trouve qu'on subit des périodes de gel assez régulièrement. Et plutôt que d'essayer d'aller chercher des informations un petit peu de partout, ça me semble important à ce qu'on nous rende autonomes et qu'on puisse être formé, chaque agriculteur puisse être vraiment formé pour savoir comment réagir face à cet aléa. Voilà. Donc, vous allez avoir, je vais laisser la place aux techniciens, bien entendu, qui vont intervenir les uns après les autres. Et en plus de ça, vous aurez la place à la discussion et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez pour qu'ils puissent répondre en fonction de chacun de leurs compétences. Donc, je les remercie bien entendu à tous et surtout, je vous remercie à tous de vous connecter. Et bien entendu, n'hésitez pas à re-regarder et à communiquer sur ces informations que vous allez pouvoir avoir pour que ça touche un maximum d'agriculteurs. Voilà, je vous dis au revoir à tous et un grand merci d'être là. Merci Madame la Présidente. Donc, nous allons commencer notre webinaire. Donc, quelques éléments sur le webinaire que nous allons animer. D'abord, merci de votre présence. Un point important, tout ce qui va se dire et va se voir va être enregistré. Donc, il sera diffusé sur Internet. Donc, là, j'essaie de remettre mon pouvoir. Voilà, c'est plus facile. Alors, point très important, comme on vous l'a dit, merci de couper vos caméras, de couper tous vos micros. On va passer les questions par le chat, c'est-à-dire il faut cliquer sur en bas. Normalement, vous avez un onglet qui s'appelle « Converser ». Donc, cliquez sur « Converser », vous choisissez tous et vous écrivez votre question. Marine Galanopoulou va récupérer les questions et nous les redira à la fin de chaque intervention pour qu'on puisse y répondre. Si elles sont très nombreuses, on les mettra de côté, on essaiera de vous répondre par mail. À la fin, on vous enverra aussi un questionnaire de satisfaction pour nous aider à améliorer cette méthode de travail qui est pour nous un peu nouvelle. Donc, avant de commencer, je voulais faire un point en vous rappelant que ce que nous allons aborder là, c'est des aspects techniques. Donc, si vous êtes à la recherche d'informations plutôt sur les démarches de déclaration de perte de récolte, sur les systèmes d'aide économique, je vous conseille de contacter M. Pascal Imbernon à la Chambre d'agriculture du 84 sur le mail qui est écrit ci-dessous et qui pourra répondre à toutes ces questions que nous n'allons pas aborder aujourd'hui. Au niveau du programme, nous allons commencer par un flashback sur l'événement climatique exceptionnel qui a malheureusement ravagé notre département et nos vignobles.
avec un point avec Sylvain du CRIAM sur les températures du matin du 8 avril. Un retour d'expérience, puisque les techniciens des chambres du 84, du 26, du syndicat se sont activés pour un peu avant le gel et après le gel pour aller chercher des informations pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et trouver des solutions. Donc, on va vous faire part des premiers résultats tout chauds, on va dire tout chaud, un peu froid, mais tout chaud sortis de nos ordinateurs. Après, on fera un état des lieux qui nous semble important avec Jean-Marc Long sur la constitution des bourgeons, c'est-à-dire comment les bourgeons sont constitués et comment la vigne va pouvoir repousser. Ensuite, avec Rémi, nous allons parler de qu'est-ce qu'il faut mettre en place au vignoble. Faut-il faire quelque chose? Et si oui, comment faut-il le faire? Et après, nous allons parler un peu de prospective, déjà de stratégie pour 2022. Certes, il s'est passé quelque chose en 2021, mais essayons de trouver quelques solutions pour avoir des répercussions moins importantes sur le gel. Et après, on essaiera de voir à moyen et long terme comment, avec le changement climatique, quelle sera l'évolution du risque des gels. Est-ce que ce risque de gel va plutôt augmenter, diminuer? Et suite à ces constatations, je vous proposerai une vision qui est ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui, qu'on relira dans quelques temps en se disant qu'il y a certainement des choses à améliorer, mais voilà, on a réfléchi ensemble avec l'équipe et on a essayé de vous proposer des idées pour les nouvelles plantations qu'on va mettre en place, et essayer de les faire qu'elles soient moins sensibles au gel. Voilà, donc je vais laisser la parole à Sylvain Maillard, si tu veux bien ouvrir au minimum ton micro et éventuellement ta vidéo si tu en as une, Sylvain. Et on va aborder cet événement du matin du 8 avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Sylvain Maillard qui travaille au CRIAM, qui est la fusion du CIRAM et de l'ARDEPI. l'ARDEPI. Voilà, l'ARDEPI. Bon, je te remercie Sylvain. Mets ton micro peut-être un peu plus fort et je te laisse la parole. Et tu as 10 minutes. Merci François. Bonjour à tous. Donc, je suis Sylvain Maillard et donc je suis responsable validation climatologique et prévisionniste météo pour le CRIAM Sud. Et je suis météorologue de formation. Alors, je vais vous parler de ce fameux épisode de gel du 8 avril. Donc, tout d'abord, les jours, les semaines qui ont précédé cet épisode de gel, on a eu un mois de mars très sec et très venté. Donc, on avait une masse d'air très sèche pour la saison. Et quelques jours avant le 8 avril, on a eu une descente arctique qui a eu lieu directement avec une grosse dépression sur la Scandinavie qui nous a amené beaucoup d'air froid directement depuis l'Arctique. Donc, ce coup de froid a été entrevu dès le 30 mars, dès fin mars par les modèles météorologiques, donc quasiment 10 jours à l'avance, donc ce qui est quand même plutôt rare pour être signalé. La masse d'air était très sèche pour la saison et à 1500 mètres d'altitude, la masse d'air était de 13 à 15 degrés en dessous des normes, ce qui est vraiment très, très bas. Et pour comparer avec une situation qui a eu lieu dans le passé, on peut faire un rapprochement avec la période de 10 à 15 avril 1978. Voilà. Cette descente arctique s'est faite avec un air très froid et avec un Mistral en continu, mais à la faveur d'une poussée anticyclonique dans la nuit du 7 au 8 avril, le Mistral s'est arrêté et donc les minimales, les températures ont chuté drastiquement, y compris en vallée du Rhône. Et comme la masse d'air était très sèche avant même le début de cette gelée, la température a chuté encore plus vite que si l'air était plus humide. Et du coup, ça a été vraiment massif et que peu de régions, voire quasiment aucune région n'a été épargnée. Voilà. Diapo suivante. Donc, à l'échelle de la région, il n'y a pratiquement aucune région qui a été épargnée par le gel,
Même la côte varoise ou la côte les zones côtières de la Bouches-du-Rhône ont été aussi concernées. Seule la Côte d'Azur a échappé au gel, mais de très peu. Donc, il y a en général eu des gelées entre -6 et -3 degrés sur une bonne partie du Vaucluse. Et les seules régions qui ont pu échapper au gel, ce sont les crêtes au niveau de Valréas, sur les crêtes des Alpilles et sur l'extrême est du Gard et l'extrême nord-ouest du Vaucluse, qui ont échappé au gel grâce à un petit reliquat de Mistral qui s'est maintenu pratiquement toute la nuit. Et côté en regardant précisément sur le Vaucluse, il y a quasiment aucune zone qui a été épargnée par la zone de Valréas. Les gelées ont même pu être observées au niveau de Châteauneuf-du-Pape, qui est quand même une région très exposée au vent et en plus sur une crête, donc normalement avec très peu de chances qu'il gèle dans une situation pareille en avril. Il a fait même jusqu'à -6 à -7 degrés dans la vallée du Calavant et au pied du Ventoux, et jusqu'à -10 degrés à Sceaux, sur le plateau d'Albion. Donc cet épisode de gel a été aussi marqué par la présence d'une inversion thermique, parce qu'il ne faisait que seulement -1 degré à Saint-Saturnin à mi-pente sur les coteaux du Luberon, et il faisait que -2 à -3 degrés au sommet du Ventoux au même moment. Donc le gel aussi, ce qui était assez impressionnant, c'était la durée du gel qui a commencé dès 23 heures locales sur certaines localités. Et le gel a duré 6 à 8 heures sur les zones hors vallée du Rhône. Par contre, en vallée du Rhône, ça a duré en général entre 1 à 3, voire 4 heures, parce que le Mistral s'est arrêté vers 2-3 heures du matin et la température a chuté dès qu'il est tombé. Voilà, donc du coup, les records ont été à peu près partout pulvérisés de 1, voire 2, même 3 degrés. Donc c'est un épisode de gel exceptionnel par les valeurs minimales qui ont été observées. La période de retour est probablement supérieure à 50 ans, peut-être même 100 ans, mais possiblement 100 ans. La chute de température a été extrêmement rapide. Donc à certaines localités, on a eu des chutes de température de 10 degrés en 6 heures, et même de 5 degrés en 1 heure lorsque le Mistral s'était passé. Donc là, on a eu un cas typique de gelée noire avec des taux d'humidité qui étaient vraiment bas pour la saison. Donc, c'est-à-dire des taux d'humidité entre 55 et 75-80% sur la majorité des stations, localement 85-90% dans les fonds de vallée. Donc ça aussi, c'est assez remarquable, et ça n'a absolument rien à voir avec l'épisode de gel qui a eu lieu en fin mars 2020, où c'était une gelée blanche classique, très humide. Voilà. Donc, voilà, pour faire une petite comparaison, que les gelées par rapport à l'année dernière, les températures minimales ont été vraiment drastiquement plus basses par rapport à la fin par rapport à mars 2020, avec des températures qui sont tombées jusqu'à -10 degrés, et généralement, on a eu -6, -5, -4 degrés sur une bonne partie du Vaucluse. Donc, comme je l'ai dit, l'humidité était plus basse, donc du coup, la vigne a été un peu moins sensible au gel que si l'air était saturé d'humidité. Et donc, on a eu un type de gel d'advection au départ, puis qui était radiatif avec un air très sec au départ. Donc, on a eu une gelée noire typique, contrairement à l'année dernière. Voilà. Donc, je laisse à vos claviers pour me poser des questions. Donc, avant que les premières questions arrivent, j'en avais une à te poser. Est-ce que pour cette année, c'est bon? On a notre dose de gel ou... Non, celle-là, normalement, il n'y a plus de risque normalement. Voilà. Bon, ça, c'est quand même au moins une bonne nouvelle. Bon, en tout cas, j'ai relancé le service de prévision de gel cette année, avec donc une expertise humaine au sein du CRIAM Sud. Et donc, mes abonnés les abonnés qui se sont abonnés donc à mes prévisions, ils ont été avertis 10 jours à l'avance qu'il y allait avoir un épisode de gel potentiellement destructeur qui allait survenir donc début avril.
Et il me semble que 2-3 jours avant, j'avais déjà évoqué des températures de -4 à -5 degrés de minimal à mes abonnés, quoi. Avec, comment dire, avec les conséquences que malheureusement on connaît, quoi. Ouais, Sylvain, on te remercie. C'est vrai que quand on a préparé le webinaire, tu nous as fait une image, tu trouvais que tu es assez parlante. C'est une marée montante d'air froid. Et c'est vrai qu'on voit bien les dégâts et on a vraiment l'impression que voilà, sur quelques petites îles, il reste encore du vert. Il y a quand même beaucoup d'endroits de fonds sous-marins qui sont assez noirs. Bon, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Si je vous rappelle, hein, c'est en bas, là où c'est écrit converser, vous cliquez là et vous appuyez sur tout le monde et vous tapez votre question. On va poursuivre. Et s'il y a besoin, on redemandera à Sylvain de répondre à des questions, n'hésitez pas à en rajouter. On va poursuivre avec le retour d'expérience qu'ont eu un certain nombre de techniciens qui ont fait des comptages un peu avant et un peu après le gel. Donc, je laisse la parole d'abord à Sylvain Devez, de la Chambre des cultures du Vaucluse. Bonjour, donc moi je vais vous présenter quelques retours d'expérience en, on va dire, 3 axes. Un premier axe sur le domaine expérimental de Piolenc qui appartient à la Chambre, où on avait des couverts végétaux et on a mis en place des sondes de température. Donc vous verrez les résultats. Et après, il y a un retour de résultats sur une expérimentation menée dans le Val-de-Loire et avec l'aide de l'IFV sur un ensemble de produits qui pourraient prémunir du gel, qui ont été appliqués avant des périodes de gel, et vous verrez leur efficacité ou pas, ça on verra. Et puis, un dernier point sur ce qu'on a observé sur Piolenc, toujours domaine expérimental de la Chambre d'agriculture de Vaucluse, sur des modes de conduite et sur quelques cépages. Donc, premier axe sur les sondes de température, les couverts végétaux. On se pose beaucoup de questions sur ce qui se passe pendant un gel avec des couverts végétaux qui sont en place. Nous, on en avait en place. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, juste avant le gel, des sondes de température du type TiniTag qui enregistraient toutes les heures les températures. On les a mis à 2 hauteurs. Alors, tout ça, ça va être illustré à la suite par des photos. On a mis une série au niveau des cordons et puis une série à mi-chemin entre le cordon et le sol. Et puis, ces 2 hauteurs étaient répétées suivant 3 modalités. Alors, une modalité de référence qui est notre entretien, on va dire, habituel de la parcelle, qui a été tondue et travaillée pendant tout l'été, une partie avant les vendanges. Une partie couvert végétal, qui avait été semée début octobre, qui était un mélange du GI2E, couvert végétaux temporaires adapte. Donc, vous voyez la composition Faverolles, Vesse, Pois, Orge, Avoine, Triticale. Qui avait une hauteur de 60-70, donc quasiment en hauteur du cordon, semé en interrang. Et puis, ce même végétal, donc, dans les rangs qui avaient été semés, on l'a tondu 5 jours avant. Alors, par contre, on a fait des placettes de 10 cep de longueur. Donc, ça, c'est un élément à prendre en compte pour les résultats. Alors, voilà, en illustration, le dispositif de sonde. Sur la gauche, une photo sur la partie couvert végétal. Alors là, ne regardez pas trop parce que le désherbage a bien marché. J'ai fait les photos cette semaine, mais on va revenir sur les photos le jour J. Donc, 2 hauteurs de prise de température. Sur la photo de droite, vous avez une seule sonde, mais ça illustre la partie du conservatoire qui est tondue régulièrement avec un rang travaillé, un rang tondu. Sur la photo de gauche, là, vous avez le couvert végétal. Donc ça, c'est cette semaine. Et sur la photo de droite, on voit la limite entre, sur la droite, la partie tondue. Et sur la gauche, on voit sur le premier interrang, là, le couvert végétal en totalité. Et on voit dans le fond, sur les autres parcelles élémentaires qui n'ont pas été tondues, un peu la hauteur du couvert végétal. Ça, c'est des photos de cette semaine. Ça, c'est la photo le jour avant le gel. Donc, on peut voir que le désherbage n'avait pas encore remarqué, qu'il restait encore du couvert végétal qui était un peu sous le rang. Alors, les résultats. Un premier pool de courbes sur ce graphe. En fait, j'ai mis toutes les courbes. Donc, j'ai tout regroupé, donc les différentes hauteurs et les différentes modalités. Donc, ce qu'on peut voir globalement, c'est que il n'y a pas de. Alors, la dynamique est la même et surtout, il n'y a pas de différence. Chaque trait représente 1 degré. Donc, au plus fort du gel, c'est-à-dire aux alentours des 7 heures du matin,
on est aux alentours de moins 4 degrés, on peut voir qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Je peux zoomer sur la courbe. Voilà, là, on est dans la zone qui nous intéresse, donc on va dire entre 6 heures et 8 heures. Donc là, on peut voir que quelle que soit la modalité, grosso modo, quelle que soit la hauteur, ça se tient quasiment entre 1 degré et 1,5 degré. Donc ça, c'est un premier résultat. On n'a pas tant de différence que ça. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé, quelle que soit la modalité, la position des sondes. Donc, en bleu, vous avez l'ensemble des sondes qui étaient à hauteur du cordon. Alors, c'est des moyennes, hein, on avait des répétitions. Et en jaune, vous avez les courbes des sondes qui étaient au niveau des pieds, entre le cordon et le sol. Donc là, déjà, on peut remarquer qu'il y a une différence, il y a une tendance qu'on savait déjà. Il fait plus froid au niveau du sol qu'au niveau du cordon, avec au plus froid une différence maximale, quelle que soit la modalité, de 1 degré. Après, on a regardé au niveau du cordon ce qui se passait. Donc là, vous avez les 3 modalités. Vous avez en bleu, donc la partie référence pour nous, qui était ce que vous avez vu, l'entretien classique. En vert foncé, qui est cette courbe-là, c'est l'endermement. Et puis en vert un peu plus clair, c'est l'endermement tendu, je vous le rappelle, par placette de 10 pieds. Donc les sondes étaient à peu près au milieu des placettes avec les 2 intérins droite et gauche tendus et sur une longueur de 10 pieds. Donc là, pareil, on peut voir qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Il y a quelque chose qui se passe, mais ça se joue à très peu. Là, pareil, j'ai zoomé sur le moment qui nous intéresse. Pareil, on est toujours sur des courbes, des traits de 1 degré. Donc, en fait, aux alentours des -1, -2, on a un 0,7 de différence entre la partie couvert végétal et la partie référence, donc l'entretien classique. Et au plus froid, on est à 0,3 de différence. On s'était posé la question, une de nos premières réflexions, c'est de dire c'est descendu tellement bas qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de différence, mais que cette différence pourrait jouer si on est aux alentours à la limite des températures gélives -1, -2. Et -1, -2, on voit toujours qu'on est à 0,7 degrés, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les sondes de température dans le couvert végétal tendu, l'essai, c'était on va dire une tonte partielle. Donc, on n'a peut-être pas l'effet grande surface. Voilà, c'était plutôt une petite surface, donc il faut être prudent avec ça. On a plus de différence entre la position des sondes que les modalités et que le niveau de gel sur Piolenc a été assez important parce qu'on est descendu entre -4 et -5 degrés. Alors, toujours, c'est des résultats à prendre en compte pour cet événement-là sur le domaine. Voilà, c'est une seule expérimentation. Second retour, Protect Gel. Donc, c'est une série d'expérimentations menées par l'IFEV en convention avec la région Centre-Val de Loire. Donc, en fait, ils ont mis en place 4 parcelles sur 2 millésimes avec chaque fois une série de produits qui sont susceptibles de prémunir du gel. Donc, il y a 2 séries différentes. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai tout séparé en 2 diapos. Donc, la première série, donc, sur 2 parcelles, 2018, il n'y a pas eu de gel. 2019, il y a eu un épisode de gel, c'est descendu à -2,6. Et puis, voilà, vous avez le taille des produits. Donc, il y a un témoin non traité, il y a de l'intracell, Ecobios, Vivaflor, Basfoliar, Labici-Gernique, Kelpac, Algiona et PEL 102. Donc, tout ça, c'est des produits soit à base d'algues, d'oligo-éléments qui sont, je ne vais pas dire vendus pour, mais qui ont une action susceptible de prémunir des dégâts du gel. Et à droite, vous avez les résultats. Donc, il n'y a absolument aucune différence statistique sur le nombre de bourgeons gelés. Ils sont allés aussi jusqu'à les pesées de récolte. Donc, voilà, donc il n'y a pas de différence sur ce premier site. Et sur le second site, la série de produits est un peu différente, mais on en retrouve qui était commun avec l'autre essai. C'est toujours 2 parcelles. C'est la même région, donc pas de gel en 2018. Eux, ils ont eu en 2019 2 périodes de gel. Une aux alentours de 0, -0,5 et une qui est descendue jusqu'à -2. Alors pareil, les résultats, voilà, il n'y a pas de différence. Et je vous ai copié la conclusion du rapport. Dans le cas du gelé intense, aucun produit n'a permis une protection des bourgeons et de la récolte. Et dans le cas d'un épisode de gélif plus modéré, aucune différence significative n'a été observée. Sur cette seconde partie d'essai, sur les pesées de récolte, ils ont fait aussi les poids des grappes. Donc, la modalité qui a les grappes les plus grosses, la deuxième, c'est le témoin non traité.
Voilà. Et la première, ça se joue à 2-3 grammes. Pour toutes ça peut répondre aux questions que beaucoup de viticulteurs se posent sur qu'est-ce que j'aurais pu faire avant. Voilà, on a une partie des réponses. Il n'y a aucun produit pour le moment, des produits testés, qui a permis une baisse significative du nombre de bourgeons gelés. Deuxième partie, si on revient sur Piolenc, sur le domaine expérimental de la Chambre d'agriculture de Vaucluse, on a un certain nombre de modes de conduite. Et puis, en faisant des observations un peu générales, on a remarqué que on a une série de rangs tenus en non-taille. Il y avait très peu de dégâts de gel, alors qu'on a un rang de cordon juste à côté qui avait environ 33% de dégâts. Voilà le plan de situation. Donc, on a fait les mesures sur le cordon, sur le rang de gauche. Et si sur le rang de droite, donc ça c'était ce lundi-là, vous avez la taille minimale, qui est plutôt une non-taille, voilà, qui est à 4-5 feuilles étalées comme le cordon, et qui n'y a eu, on a fait 5 pieds en longueur, par exemple, on a trouvé 4 bourgeons gelés, alors que sur les cordons sur la gauche, on est sur 33% de bourgeons gelés. Là, à gauche, vous avez un cordon. Vous avez les coursons là entièrement avec les 2 bourgeons qui ont gelé. Vous commencez à avoir une certaine repousse sur le vieux bois. Voilà. Et puis sur la photo de droite, vous avez la taille minimale. Et puis j'ai choisi où j'ai pris la photo, c'est-à-dire j'ai pris la photo sur le haut, qui aurait pour moi peut-être été plus impacté. Mais après, voilà, les 4 bourgeons, on les a trouvés quel que soit le niveau foliaire. Et c'est plutôt normalement un mode de conduite qui est précoce. Voilà. Donc là, on est à peu près sur ceux qui n'ont pas gelé sur le cordon, sur les mêmes stades phéno, 4-5 feuilles étalées, qui sont plus développées sur le cordon à cause de la vigueur. Mais voilà, on est en dessous des 1% de dégâts de gel sur une taille minimale. Donc, on pense qu'effectivement, le mode de conduite et la hauteur du mode de conduite peut jouer. Donc ça, c'est pareil, c'est un premier résultat. On a aussi sur une autre partie du domaine, sur un même rang, on a des syrahs et des grenaches plantés en même temps, taillés en même temps, donc ils sont en 3e feuille. Et sur le même rang, donc, on a fait une notation sur les grenaches et sur les syrahs. Et là, on s'aperçoit effectivement que, suivant le cépage, on a une différence. On était à 3% sur les syrahs et à 18% sur les grenaches. Donc, on se pose beaucoup de questions sur, on va dire, la sensibilité des cépages, mais on est plutôt sur de la précocité. Donc ça, c'est une notation qui a été faite par le syndicat des Côtes-du-Rhône sur une expérimentation qu'on a en commun. Et donc, je vais laisser la parole à Viviane Bécard, qui a, elle, fait des notations sur un ensemble de cépages sur le domaine expérimental de Gadagne. Ah, j'ai une diapositive en plus, une petite surprise. C'est mieux. D'accord, merci François. Il fait date de taille, donc pareil sur Piolenc, sur un essai résistant rhodanien mené avec Interrhône et le syndicat des Côtes-du-Rhône. Donc, on a deux dates de taille. Une de taille précoce le 5 février et une tardive le 11 mars. Et effectivement, on voit que ça joue sur le nombre de bourgeons gelés, puisqu'on a 52% sur une taille précoce et à 19% sur une taille tardive. C'est la dernière ou il y a encore une surprise? Non, là, c'est bon. Merci. C'est pour désarçonner. Là, on va passer peut-être au... Je te laisse prendre. Donc, avant de laisser la... Merci Sylvain. Je laisse la parole à Marine et peut-être poser quelques questions à Sylvain dans un premier temps. Et puis, ça va laisser les autres questions arriver. Vas-y Marine, tu as la parole. Ouais, alors il y avait une question qui revenait sur réexpliquer la différence entre les températures humides et températures sèches. Sylvain, si tu peux... Alors, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, vas-y. Alors, du coup, la température humide, c'est la température qu'une parcelle d'air ayant une température T et contenue en vapeur d'eau atteindrait si on évaporait de l'eau liquide jusqu'à saturation tout en gardant la pression constante. Voilà, donc c'est la température, voilà, c'est la température qu'on aurait si on avait un air saturé d'humidité, alors que du coup, si l'air est saturé d'humidité, la température sèche et humide est identique. Par contre, si l'humidité est plus bas, la température humide sera plus basse que la température sèche. Voilà.
Sinon, je vois passer les questions à propos de Valréas. Alors, la station qui a mesuré 0,5 degrés, elle est sur les crêtes, donc elle est vers 350 mètres d'altitude, il me semble. Et on avait une station en plaine, mais malheureusement, elle a été foudroyée en septembre dernier, donc on n'a plus de mesure de cette station-là. Mais en tout cas, à Visan, il a fait moins 1,5 degré, donc c'est la station Météo France, donc c'est là le plus proche de Valréas qui fonctionne. Voilà. Il y avait Qu'est-ce que j'ai vu comme autre question? Une autre question qui était pourquoi France-Agrimer parle de seulement 30% de gel en vallée du Rhône? Celle-là, je vais la... Alors là, je... répondre, Sylvain. Alors là, je pense... là, je ne sais pas trop, mais je pense que... le fait que... Attends, Sylvain, François prend la parole. J'y répondrai à cette question. D'accord. C'est une question plus politique que technique, donc on va pas... Je vais y répondre tout à l'heure. Je te laisse finir. S'il y a des questions sur le climat, autant que tu finisses, Sylvain. Et est-ce que tu peux donner un autre exemple par rapport à tes températures sèches et humides, quelque chose d'un peu concret, parce que ça n'a pas été compris par tout le monde. Moi, le premier. C'est vrai que c'est, comment dire, là, c'est vraiment sur le gel. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais en tout cas, comment dire, sinon, c'est pas très grave. Hein. Écoute, on rajoutera une diapo sur ce sujet-là. Mais comment dire, Sylvain, t'embête pas. On rajoutera une diapo dans le diaporama qu'on mettra en ligne après. Je vais répondre à la question pourquoi France-Agrimer, c'est quoi exactement Aurélie? Pourquoi France-Agrimer parle seulement de 30% de gel en vallée du Rhône? Alors franchement, je ne sais pas, parce que France-Agrimer, je ne sais pas d'où ils sortent leurs informations. Après, il y a plusieurs types de réponses à ta question. C'est est-ce qu'ils parlent de bourgeons gelés? Est-ce qu'ils parlent de perte de récolte? Ça, je ne sais pas du tout. Donc là-dessus, on va mettre un joker puisqu'on ne va pas essayer de répondre pour France-Agrimer. Je vais te laisser, Aurélie, poser directement la question à François-André avant qu'il parte à la retraite. Marine, si tu as d'autres questions à transférer à Sylvain. Écoute, non, je pense que c'est bon. Bon. Alors, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui fait juste une remarque sur la taille tardive en mars sur Syrah, mais ce n'est pas vraiment une question. Donc, on va laisser la personne développer sa question. Voilà, mais n'hésitez pas, de toute façon, s'il y a des questions, moi je reviendrai, je les note et puis on pourra revenir un petit peu dessus a posteriori. La question, c'était quoi Sylvain, on a une question. A priori, on te demandait si à la mi-mars, est-ce que la végétation, elle avait commencé à bouger ou pas? Alors, ça, c'est une très bonne question à laquelle va répondre notre amie Viviane Bécard, qui va intervenir sur l'intervention précédente. Donc, Viviane, je te laisse répondre à la question et commencer ton intervention. Vous m'entendez? Très bien. C'est pas spécialement taille tardive, c'est juste que par hasard, cette parcelle de 3 rangs continus a été taillée à 2 dates. Et donc, comme on a noté des dégâts de gel, on a noté d'une part sur la rangée qui avait été taillée en février et d'autre part sur la rangée en mars. Et donc, la rangée qui avait été taillée en mars, oui, elle était en début de débourrement et il y a eu des dégâts de gel dessus, mais elle était clairement à un stade ou deux de débourrement de moins. Donc, ce qui avait été taillé en février, on était déjà à la première feuille étalée ou éclatement du bourgeon, alors que ce qui avait été taillé en mars, on était plutôt à pointe verte. Oui, pointe verte, juste pointe verte. Voilà pour répondre à la question sur les Syrah. Donc, moi, je voulais justement rebondir là-dessus pour vous parler de mesures qu'on a pu faire sur les cépages, les collections de cépages qu'on a sur le domaine expérimental à Châteauneuf de Gadagne.
Donc, il s'agit d'une parcelle où on a une trentaine de cépages différents, qui a 35 ans. Tiens, tu peux mettre la diapo, François? Dis-le-moi. Donc, sur ces parcelles, on a des cépages, principalement des cépages des Côtes-du-Rhône, mais aussi quelques cépages un peu plus exotiques qui appartenaient au cahier des charges des Côtes-du-Rhône il y a 35 ans quand ça a été planté. Donc, on a noté les dégâts de gel sur une trentaine de cèpes pour chacun des cépages. Donc, vous voyez là les résultats, le pourcentage. Donc, la température est descendue à moins 1,7 sur le plateau de Gadagne. Donc, il a moins gelé là-haut que dans le bas de Châteauneuf de Gadagne et de Maurière, où là, on est descendu à moins 4, je crois, à peu près. La parcelle avait été taillée pas trop tôt non plus, en début mars. Donc, les pourcentages de bourgeons gelés selon les cépages vont entre 50 et 0%. Donc, j'ai mis en couleur les précocités des cépages qui sont, voilà, merci, qui sont données par le catalogue des cépages. Donc, en gros, le groupe très précoce, c'était des débourrements donnés 0 à 4 jours après chasselas, précoce 5 à 7, moyen 8 à 9 et tardif 10 à 13. Ce qu'on peut voir, c'est que donc, sans surprise, les cépages plus précoces ont eu plus de dégâts de gel, mais on voit aussi que le grenache, qui est pourtant dans le deuxième groupe de précocité, eh ben, il est autant affecté que les cépages précoces, alors qu'il était un peu moins développé. Ensuite, oui, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je laisse la diapo quelques minutes de plus, quelques secondes de plus, parce que je trouve que cette diapo, elle est quand même… Oui, alors oui, ça va me permettre de pouvoir vous interpeller aussi sur les écarts-types. Donc, vous voyez, les écarts-types sont quand même assez grands. Donc, quand on dit que le grenache, il a gelé, donc là, on voit sur le graphique qu'on est à environ 35-40%. Et ben, on avait quand même des cèpes qui étaient gelés à 70-80% et d'autres que à 20%. Et donc, aussi, à précocité égale, donc si vous regardez par exemple le groupe des cépages moyens, on va dire ceux qui sont en vert clair, eh ben, on en a qui sont plus affectés et d'autres moins affectés. On a la Roussanne et la Clairette qui ont un très bon comportement. On n'a quasiment pas trouvé de bourgeons gelés. Alors là, on n'a pas d'explication physiologique à apporter. Nous, entre techniciens, on trouve qu'il y aurait peut-être un effet, et ça peut se comprendre, des cépages plus ou moins velus qui sont plus ou moins affectés par le gel, mais on ne peut pas trop aller plus loin dans les explications. Ensuite, donc, dans ce qu'on a noté, on a noté une trentaine de pourcentages de gel par cépage et on a essayé de répartir nos notations à la fois sur des remplaces jeunes qui avaient moins de 10 ans, qui étaient en cours d'établissement, donc cordon juste tiré ou en gros, c'était des remplaces qui ont été faites en 2014 et 2016. Et pour pouvoir comparer ça avec les cèpes adultes de 35 ans. Et pour chacun des cépages, en gros, on a noté moitié-moitié sur des jeunes ou des vieux. Et on voit que, donc là, vous avez les petits chiffres au-dessus, c'est les écarts entre les cèpes jeunes et les cèpes vieux. Et en moyenne, sur nos résultats, on a 22% de bourgeons gelés pour les cèpes jeunes et 16% sur les cèpes vieux. En gros, il y a une dizaine de pourcents d'écart entre les jeunes et les vieux. Les jeunes sont plus affectés par le gel. À noter qu'il y a quand même une différence de porte-greffe entre nos remplaces qu'on avait, qui sont sur 140 RU et les vieux qui sont sur R110. Mais à l'œil, il n'y avait pas non plus une énorme différence de précocité entre les jeunes et les vieux. Voilà. Ok. Viviane, je te remercie et je trouve que ces informations-là, je les remets là. Elles sont quand même précieuses parce que le but de ce webinaire, c'était aussi donner des pistes
Et là, je trouve qu'il y a une piste qui est intéressante. Quand on dit qu'est-ce qu'on doit faire dans l'avenir, je pense que des graphes comme ça, ils apportent une information précieuse. Donc, voilà, je te félicite du travail que tu as fait avec l'équipe. C'est, je pense, quelque chose de précieux pour la filière. Merci. Donc, alors, je vais prendre la parole à la place de Florine Thévenot. Je sais que vous serez très déçus, mais Florine Thévenot ayant beaucoup travaillé pour le concours général agricole, elle avait droit à quelques jours de repos bien mérités. Donc, on a essayé de faire ce que tu as fait, Viviane, mais sur les variétés résistantes aux maladies. Voilà, c'est bien, il faut le lire, sensibiliser quelques variétés résistantes aux maladies face au gel. Donc, on est allé voir nos parcelles d'essai qui ont permis ou qui permettront l'agrément de nouvelles variétés résistantes, notamment les résidures, pour voir ces nouvelles variétés qu'on commence à planter, quelle est leur sensibilité au gel. Donc, on a récupéré plusieurs informations. Une première qui vient de la part de Viviane Bécard et des travaux qu'elle fait avec Interron sur les variétés résistantes au Midio à l'oïdium avec Interron. Donc, dans la parcelle d'essai qui est plantée, là, on retrouve les deux dates de taille qu'on a vues tout à l'heure, le 5 février et le 11 mars, puisqu'il y a des blocs de floréal dans les deux modalités. On voit que le 5 mars, ce qui a été taillé le 5 mars, il y a seulement 10% des bourgs qui étaient gelés, alors que 70% des bourgs étaient gelés dans le Vidoc. Et ce qui a été taillé le 11 mars, on retrouve la même tendance, le floréal, pas de bourg gelé, alors que 45 ont gelé sur le Vidoc. Donc, on s'aperçoit que le floréal, comparé au Vidoc, tient beaucoup mieux le gel. Même constatation quelques mètres plus loin sur la parcelle qui a permis l'agrément de l'Artaban et du Vidoc comparé au Grenache sur le domaine expérimental de Piolenc. Avec des dates de débourrement, on voit qu'ils sont relativement proches. On ne peut pas trop incriminer un retard ou une avance de débourrement. On voit que le Grenache a quand même un peu moins gelé qu'a gelé l'Artaban et le Vidoc. Même chose, même travaux réalisés là par nos collègues de la Chambre de culture du 26. Donc, on avait des notations de ce matin. Donc, je me remercie Isabelle Méjean qui, suite à mon appel téléphonique, est allée en urgence faire une notation. Donc, à la Lopi, ils ont un essai. À la Lopi, en ce moment, les stades qui ne sont pas gelés sont autour de 3-4 feuilles pour le floréal, 4-5 pour le Vidoc et 5-6 pour l'Artaban. Qu'est-ce qu'on constate? Là aussi, que Vidoc et Artaban ont quand même gelé de façon assez importante, 60-70% des bourgs gelés, alors que le floréal n'a pas gelé. C'est vrai que ça fait un certain nombre d'informations qu'il faudra confirmer, mais qui semblent montrer que le floréal semble bien tenir le gel. Alors, j'ai mis peut-être une information, le floréal, c'est un blanc, hein, et le Vidoc et Artaban, pour ceux qui ne le connaissent pas, sont des noirs, nouvelles variétés INRA résistants aux maladies de la première vague d'expérimentation qui s'appelle Résure. Et enfin, pour vous donner un peu de perspective, je vous ai parlé du programme Resdure 1, il y a eu le Resdure 2 et maintenant il y a le Resdure 3, une parcelle qui est plantée proche d'Orange, que suit la Chambre d'agriculture. Donc, c'est des travaux de l'INRA, qui sont, donc on travaille pour l'INRA pour faire agréer ces nouvelles variétés dans quelques années. Et on est en 4e feuille et on voit, on ne va pas rentrer dans les détails, que le Grenache a gelé autour de 20%. Par contre, on a deux variétés, le Col 1 et le Con 6, qui n'avaient aucune bourre gelée. Donc, je ne sais pas agronomiquement ce que donneront ces deux variétés, le Col 1 et le Con 6. Peut-être elles ne seront jamais agréées parce qu'elles ont d'autres déficits ou d'autres problèmes. Mais par contre, au niveau du gel, elles semblent très intéressantes car elles ont réussi à se sortir de ce mauvais pas sur la parcelle d'expérimentation. Donc, a priori, Marine, il y a quelques questions. Alors, c'est pas tant des questions, c'est plutôt des remarques sur le fait de ne pas pouvoir tailler toute son exploitation tardivement et sur les impacts de gel. A priori, il y a des gens qui disaient que sur certains cépages, ils avaient eu des dégâts de gel plutôt sur vieilles vignes que sur jeunes vignes. Et sur certains cépages où ils n'étaient pas forcément d'accord avec les notations les observations qui ont été faites sur le domaine de Viviane. D'accord. Voilà. Mais a priori, là, je ne vois pas de questions.
en particulier? Alors, je vais quand même répondre aux observations. Si vous avez des observations personnelles divergentes ou pas divergentes, hein, ça nous intéresse de les récupérer, notamment si vous avez des parcelles de plusieurs cépages qui sont taillées en même temps. N'hésitez pas à envoyer un mail aux personnes que vous connaissez dans les intervenants, que ce soit Viviane, que ce soit Sylvain, que ce soit François ou Florine. Et on essaiera de discuter avec vous et éventuellement aller refaire un comptage si nécessaire. Par rapport en effet à l'âge des vignes, on est bien d'accord, les vignes les plus jeunes, globalement, à même hauteur, hein, on est bien d'accord hein, sur des vignes installées, quand elles sont plus jeunes, malheureusement, ont tendance à débourrer plus tôt et tendance à geler plus. Alors, par rapport à la date de taille sur les exploitations, on en parlera un peu plus tard. Donc, je vous propose de garder la question. Si elle n'est pas suffisamment fouillée, vous me reposerez la question. On va s'arrêter là pour la partie matériel végétal. Donc, je remercie l'ensemble des personnes qui ont fait des observations rapidement et qui permettent d'avoir déjà quelques premiers éléments de réflexion et de discussion. Je vous propose qu'on passe maintenant à une intervention de Jean-Marc sur la physiologie de la vigne après le gel, c'est-à-dire déjà essayer de comprendre comment est constitué le bourgeon, qu'est-ce qui se passe quand on gèle. Donc, je laisse la parole à Jean-Marc. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui. Donc très bien, donc je vais commencer. Donc un point déjà, un aspect un peu théorique. Donc on voit que dès le stade éclatement des écailles jusqu'à bourgeon dans le coton, la vigne peut supporter jusqu'à moins 8 degrés. Par la suite, au stade pointe verte, les premiers dommages apparaissent dès moins 2 degrés. Par la suite, au stade sortie de feuilles, les jeunes pousses sont affectées par le froid dès qu'on a 30 minutes à moins 0,6 degrés. Et juste un peu plus tard, au stade feuilles étalées, dont les jeunes vignes et rameaux sont affectés dès 0 à moins 0,5 degrés. Donc, c'est un peu le stade de sortie de feuilles à feuilles étalées où on a pris le 8 avril le gel. En sachant aussi que les bourgeons secondaires sont également touchés à cette époque-là à moins 3, moins 4 degrés. Suivant. Diapo suivante, merci. Donc, au niveau des différentes gelées, donc Sylvain en a un peu parlé tout à l'heure, donc la gelée noire, c'est une brûlure des tissus par un refroidissement extérieur qui pénètre dans le tissu, alors que la gelée blanche, c'est l'eau contenue dans le tissu qui gèle, ce qui entraîne la mort du tissu par éclatement. Suivant. Donc, suite au gel intense, la vigne subit des dommages structurels et fonctionnels importants au niveau de tous les organes aériens. La vigne ne va pas présenter de repousse immédiate. Il y a une latence de 2 à 4 semaines. C'est ce que l'on observe en ce moment, malheureusement. La vigne a pris son temps pour redémarrer, selon le degré des dégâts et les conditions météo. Mais ça, on le verra par la suite. La vigne va devoir puiser dans ses réserves pour redémarrer, donc faire un second cycle de débourrement. La vigne en production, la production de raisin est directement touchée au niveau quantitatif et qualitatif par un décalage de maturité et l'hétérogénéité. Ensuite, au niveau de la taille aussi, une taille plus complexe, l'hiver suivant. Au niveau des plantiers, la conséquence est surtout sur la taille de formation par la suite. Donc là, un petit schéma rapide au niveau des différents bourgeons. Donc on voit qu'à la base, on a les bourgeons de la couronne, ensuite les bourrillons, ensuite le bourgeon latent. Le bourgeon latent, c'est celui qui va donner la pousse de l'année, hein, les feuilles et les grappes, et les bourgeons qui sont à la base. Suivant. Donc là, on voit une structure du bourgeon latent, donc le bourgeon principal, qui va, donc la bourre en fait, qui va contenir les bourgeons secondaires, les ébauches florales, l'apex, les ébauches d'inflorescence, les entre-nœuds, et on retrouve aussi 2 bourgeons secondaires. Donc je vais assez vite, hein, parce que bon, c'est un peu des rappels, c'est un peu pour voilà, se rappeler un peu comment fonctionne le bourgeon. Mais on va voir des photos qui sont un peu plus parlantes. Donc voilà, on voit notre bourgeon latent, principal et fructifère. Le bourgeon qui, lui, va donner après les anticipés ou entre-cœurs. Et on voit les bourgeons secondaires à la base qui, eux, débourrent parfois même naturellement.
Donc ça, c'est une vigne qui malheureusement, on n'en a pas trop vu cette année. Elle est un peu plus marron. Suivant. Donc là, on voit voilà, un sarment déjà qui a pris un peu cher, hein, qui est gelé à une pousse de l'année. Et on voit heureusement un bon bourgeon, un bourgeon secondaire qui repart, qui est en train de gonfler. Donc là, c'est une photo à Châteauneuf-de-Gadagne, 21 jours après le gel. Donc ça a pris son temps, mais on voit un peu des choses se passer actuellement. Donc voilà, là je reviens sur pourquoi une durée de reprise si longue de la vigne. On a mis longtemps avant de l'avoir redémarré. On était très inquiets, même on le reste un petit peu sur certaines grenaches, des vieilles grenaches qui ne bougent pas encore. C'est un peu inquiétant. Donc on voit que la première flèche, le 8 avril, le jour du gel, et que les températures sont restées quand même très basses par rapport aux autres années. Vous avez les courbes des années précédentes. Donc, une stagnation des températures, si vous vous rappelez, après le gel, le matin, on était à 1, voire 0 degré pendant une grosse semaine. Et il a fallu attendre le 20 avril pour que les températures remontent un peu. Et nous, dans le vignoble, à partir du 24 avril, on a vu un peu des choses se passer, des vignes reverdir et même reverdir depuis cette semaine, on va dire. Donc voilà, des choses se passent actuellement. Mais voilà, on était inquiets, mais c'était dû à une période vraiment fraîche après le gel. Et vu qu'on est sur une deuxième cycle de débourrement, il faut quand même de la chaleur et de l'humidité aussi, en sachant qu'on est très sec aussi. Donc, cas des vignes dont seul l'apex a été gelé, alors ça, c'est pas ce qui s'est passé cette année, malheureusement. Hein. Donc, cette année, on a gelé beaucoup plus. Donc, on voit que dans ce cas-là, le développement des pomes bourgeons non fructifères se développe. On voit sur la photo des petites boules jaunes là qui grossissent, voilà, dans les pomes bourgeons qui démarrent. Donc, là, déjà, voilà, donc les inflorescences sont gelées, mais les pomes bourgeons vont repartir. Donc là, c'est une photo qui a été prise 14 jours après le gel sur Piolenc. Donc, un petit espoir quand même de reprise. Ensuite, donc c'est donc des vignes dont les bourgeons ont un rameau entier ont gelé, donc ça on le voit un peu plus communément cette année, dont les bourgeons secondaires devraient reprendre la relève s'ils n'ont pas gelé. Donc ça on va le voir rapidement, hein, et ça on va le voir avec le temps qui va passer. Mais on sait que 50 à 90% de ces bourgeons-là sont moins fructifères que les bourgeons principaux. Donc voilà, on n'aura pas quand même une récolte formidable sur ces cèpes qui ont gelé à ce niveau-là. Ensuite, les vignes dont tous les rameaux ont gelé, malheureusement, c'est ce qu'on trouve le plus souvent sur le vignoble. Donc là, c'est la reprise par le bourrillon, qui est un peu fructifère, on reste optimiste, hein, on va dire. Ou les yeux de la couronne, là aussi, peu fructifères. Ou les yeux du vieux bois, c'est ce qu'on voit, on va dire, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas quoi vous dire, mais on voit, voilà, qui se réveille actuellement, ça repart du vieux bois, en sachant qu'on sait que c'est très peu fructifère quand ça part du vieux bois. Suivant. Donc voilà, là vous voyez une photo qui illustre les bourgeons qui repartent sur le vieux bois, donc avec les bourgeons des porteurs qui ont complètement grillé, rien ne repart sur les porteurs, et il n'y a que les bourgeons du vieux bois qui repartent, et qui sont malheureusement très peu fructifères, mais qui vont donner du feuillage. Alors, une petite note optimiste, donc sur certains bourgeons qui sont repartis du vieux bois, on voit quelques inflorescences, donc des futures grappes. Donc, on se dit, voilà, bon, peut-être qu'on aura quelque chose à se mettre sous la dent et pour pouvoir déguster cette année. Mais c'est pas très courant, mais voilà, une petite note optimiste sur la dernière photo. Donc, les conséquences à long terme, donc normalement, il n'y a pas de conséquences sur le long terme. La vigne, hein, c'est une liane, c'est coriace, donc la vigne va repartir, elle ne va pas mourir à cause de ce gel. Même, c'est vrai que ça nous fait très mal au cœur de voir nos vignes dans cet état-là. Mais ça va repartir. L'année prochaine, il y aura du raisin. Pour les jeunes vignes, les plantiers, les remplaçants, donc ayant fortement gelé, qui étaient un peu chétives, ou les vignes ayant subi plusieurs gels successifs, la pérennité peut être un peu plus compromise. Mais ça, c'est vraiment des cas particuliers. Donc là, c'est un peu plus compliqué à gérer, on va dire. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Alors, merci Jean-Marc pour cette partie qui est quand même très, très importante et qui nous permet de comprendre mieux ce qui se passe. Et notamment, je pense que la diapo, les 2 diapos qui montrent déjà que dans le bourgeon, il y a plusieurs hameaux. Ça, c'est quand même intéressant. Et puis, essayer de comprendre pourquoi ça ne part pas. C'est vrai que c'est important de rappeler qu'il a fait quand même exceptionnellement frais après cet épisode de gel. Donc, c'est vrai qu'on est impatient de voir pousser. Alors, on espère que ça va pousser. C'est pas sûr que les endroits où il a fait très, très, très froid, les bourgeons secondaires aient tenu. Mais bon, on verra ça. Il faut un peu de patience. On vous dit qu'il faut de la patience, mais là, il faut encore plus de patience parce que normalement, ça aurait dû déjà repousser. Mais voilà, le temps froid reporte tout. Marine, tu checkes un petit peu Alors, j'ai quelques questions, Viviane. Peut-être si tu peux apporter des précisions. Il y a une personne qui se demandait sur le fait que les cépages soient plus ou moins glabres. Est-ce que ça pourrait les laisser penser qu'ils soient plus ou moins sensibles au gel? Et puis, alors ça, je ne sais pas si tu as des infos à ce sujet-là, mais sur le taux d'humidité qui pourrait être différent à l'intérieur des pousses selon les cépages. Je crois que je ne vais pas avoir beaucoup de réponses. Sur les poils des cépages, c'est juste une hypothèse qu'on peut raisonnablement se poser puisque ça isole du froid. Après, il y a aussi des équilibres minéraux qui sont différents selon le cépage, aussi des mises en réserve qui vont pas avoir la même composition, qui peuvent changer la façon de réagir face au gel. Et on peut pas apporter de réponse claire dans la mesure où on ne peut pas comparer tous ces facteurs qui pourraient interagir chacun individuellement. Donc, il y a trop de possibilités pour pouvoir raisonnablement tirer une hypothèse ou une autre vers le haut. Il faudrait faire des expés en pot avec plein de cépages identiques et des différentes températures et puis voir combien il y en a qui gèlent à chaque température atteinte. Et on ne fait pas ça en viticulture. Ok, merci. Il y avait une autre question aussi au niveau de la taille rase. Et en parallèle, on pourra poser aussi la question sur les tailles un peu dites douces ou moins mutilantes. Sur la taille rase, est-ce qu'il y a des observations qui ont été faites sur la rapidité de redémarrage? Il y a une personne qui faisait une remarque en disant qu'a priori, ça semblait redémarrer plus rapidement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et en parallèle, est-ce qu'il y a des observations qui ont été faites sur des tailles non mutilantes? Est-ce que ça semble être plus ou moins touché aussi par ces dégâts? Donc, on va commencer par la question sur la taille rase. Rémi, est-ce que tu veux répondre? Je crois que hier, vous aviez un moment d'échange entre techniciens de l'Arc de la vallée du Rhône. Est-ce que tu peux dire un mot de ce qui s'en est dit là, sur des zones où il s'est développé de façon plus importante que chez nous, la taille rase? Ouais, bah ça va un peu dans le sens de la question. Effectivement, donc c'est dans les Pyrénées-Orientales où il y a des redémarrages plutôt importants et qui laissent beaucoup d'espoir sur la récolte sur les parcelles en taille rase. Donc ça va un peu dans le même sens que la question était posée, quoi. Et sur la taille douce, Marine, toi qui es notre spécialiste de la taille douce, est-ce que tu as eu des échos de vignerons ou peut-être, toi Marine, ou peut-être Viviane, vu que tu fais aussi des fois de la taille douce sur quelques essais, est-ce qu'on a du retour là-dessus ou pas du tout? Alors, je dirais que, non, on n'a pas fait de comparaison entre des parcelles taillées plus durement et des parcelles taillées à la taille douce. Parce que nous, par exemple, en comparaison, chez nous, on pratique plutôt de la taille douce sur, en tout cas, nos plus jeunes parcelles. Et elles ont pour autant quand même été touchées par le gel. Alors, je vois dans la question qu'il y avait c'était aussi demandé si c'était en taille en un œil franc, bourrillant. Donc, on n'a pas fait de taille jusqu'à maintenant où on a fait de la taille douce en taillant sur le bourrillon ou en taillant un peu au-dessus. Ce qui semble être
constaté, c'est qu'a priori, c'est plutôt des bourillons qui repartent que des bourgeons secondaires, dans la mesure où des fois les bourgeons secondaires sont déjà partis, donc ils ont grillé de la même manière que le premier œil franc. Donc, si vous avez tendance à plutôt tailler en gardant le bourillon et le premier œil franc, si le bourillon a déjà démarré, du coup, il peut être touché par le gel de la même manière que votre œil franc. Ça répond à votre question. Je peux compléter ta réponse, Marine? Oui, bien sûr. Et tu pourras peut-être apporter des précisions sur aussi on demandait le potentiel de récolte des bourgeons secondaires. D'accord. Alors, je vais répondre pour le potentiel de récolte, mais Jean-Marc, il a dit, hein, c'est 50% à 90% moins fructifère que le bourgeon principal, que le rameau principal. Donc, c'est très variable suivant les cépages et très variable certainement suivant la vigueur. Au plus la vigne est vigoureuse, au plus elle a de bourgeons secondaires. Mais la grande question, et je la répète, c'est est-ce que nos bourgeons secondaires, quand il a fait très froid, -3, -4, -5, ont tenu le choc? Et rendez-vous dans 15 jours pour en être à peu près certain. L'autre point que je voulais dire, pour compléter la réponse à ta question sur la taille douce, c'est que globalement, en taille douce, on rase beaucoup moins. Donc, ça veut dire qu'on laisse plus de bourgeons de la couronne. Et pour avoir regardé quelques webinaires aussi sur ces aspects-là, sur la taille et le gel, il y a quand même des avis plutôt favorables. On verra aussi ça dans le temps, mais on devrait avoir un peu plus de repousse sur des tailles douces qui impliquent souvent plus de temps débourgeonnage, mais peut-être dans ce cas-là, cette année, ça va être un très grand avantage. Donc, à vérifier si on a quelques essais de taille douce comparé à des tailles plus violentes. Je pense avoir le coup d'aller jeter un œil dans les semaines à venir. Est-ce que c'est bon pour les questions, Marine? Oui, voilà, vous pouvez continuer. Ok, on va continuer. Je vous fais juste une petite remarque. Vous êtes une centaine depuis votre arrivée et votre nombre est assez stable. Donc, il y a une question là, dernier moment. Anticoulure ou engrais foliaire? Non, mais j'ai répondu à la personne, donc vous pouvez D'accord. continuer. On a dit Ok. qu'on aborderait ce point. Donc là, on va laisser la place à Rémi sur les aspects pratiques. Alors, ce n'est pas une partie facile, c'est une partie la plus intéressante, je pense, c'est celle qui vous intéresse le plus. Je laisse répondre je laisse Rémi faire cette partie et sur les pistes de réflexion et d'action. Rémi, tu as la parole. C'est parti. Bonjour à tous. Donc, si vous m'entendez bien, on va aborder dans cette partie les différentes choses qu'on va pouvoir mettre en place au vignoble d'un point de vue technique, quand ça va être possible d'un autre point de vue économique en fonction des exploitations, des parcelles, des cépages, comme on l'a vu précédemment. On va avoir nos objectifs habituels, mais on va avoir aussi un objectif sur un peu plus long terme, puisqu'on va aussi avoir en tête la campagne 2022. Donc, bien sûr, sur les vignes adultes, on va favoriser la récolte de cette année, mais on va aussi essayer d'avoir une végétation bien répartie, la plus saine possible, pour favoriser les mises en réserve pour 2022 et bien sûr, avoir une taille d'hiver la moins longue et la moins compliquée possible et la moins mutilante possible aussi. Donc, sur les plantiers, le but sera toujours d'avoir des bois de qualité et bien sûr d'essayer de ne pas perdre une année. Vas-y, François. Donc, pour ça, l'important, ça va être de bien observer ce qui repart et de sorte qu'on puisse adapter les actions à la parcelle, au cépage et voire même à chaque pied. Donc, ça va être beaucoup du cas par cas. Ça va être des opérations qui sont quand même assez longues et il va falloir donc avoir du personnel formé. Donc là, on comprend assez vite qu'on ne va pas pouvoir forcément le généraliser à un nombre de parcelles conséquent, qu'il va peut-être falloir sélectionner des parcelles. Alors, ça peut être des parcelles avec un feuillage trop buissonnant, ça peut être des parcelles importantes économiquement et on pense surtout aussi aux plantiers. Vas-y. Donc, pour se donner une petite idée et évaluer un peu la situation, il y a une possibilité qui est d'arracher sur quelques pousses gelées, comme on peut le voir là sur la photo de gauche, la pousse a été arrachée, on le voit à droite, il n'y est plus. Et donc, sur
sur ces deux photos, on voit à gauche qu'il n'y a pas de bourgeon secondaire qui partira. Et à droite, vous voyez le bourgeon secondaire qui démarre. Donc ça permet d'évaluer un peu les choses. En revanche, bien sûr, c'est complètement inutile d'arracher tous les bourgeons gelés des parcelles. Donc ça, il y a différents essais qui ont été faits et qui n'ont pas montré qu'il y avait un démarrage plus rapide de la végétation. Donc c'est une opération fastidieuse et qui n'a pas d'intérêt économique. Donc après, si on rentre dans le cœur du sujet, donc sur les vignes adultes avec un gel, on va dire, partiel, l'idée, ça va être d'épamprer soigneusement les ceps afin de privilégier des départs donc, sur les coursons. Et par la suite, on viendra ébourgeonner les parcelles si la végétation est trop buissonnante et trop importante. Alors après, on a un cas où on a le gel total, donc c'est-à-dire sans reprise de bourgeons secondaires, ni de bourgeons de la couronne, ni de bourrillons. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas encore à ce jour. On espère encore avec la remontée des températures et la pluie qu'il y a pu y avoir là, de voir des choses démarrer. Mais donc ça veut dire que pour le moment, on ne touche à rien, on laisse pousser, on n'épampre pas. Et qu'après, dans un second temps, une fois que le constat sera réellement fait, on va essayer de garder des pampres de chaque côté bien placés afin de pouvoir reconstituer les bras pour cet hiver, pour la saison prochaine. Alors après, donc sur les plantiers de l'année, l'idée va être de bien les surveiller et de vérifier donc, la mortalité des ceps. Donc voilà, dès qu'on va pouvoir, d'essayer de les remplacer. Là, en 2020, ce qui avait été fait, c'est une parcelle plantée en moitié cinsault et moitié sauvignon. Et en fait, il avait été observé 10% de mortalité dans les sauvignons et 2% dans les cinsauts, donc dû au gel. Tout ça pour insister sur le fait que vraiment chaque parcelle et chaque cépage, on le voit ici, est un cas à part et qu'il faut bien surveiller et vérifier chaque parcelle. Vas-y. Donc là, on voit un plan de l'année donc avec justement un bourgeon qui repart. Donc, je ne vois pas le bas. C'était gel plus 18. Oui, gel plus 18 jours. C'est bon, vas-y. Alors, pour les plantiers qui ont été montés au fil cette année, bon, l'idée, là aussi, on va bien sûr les surveiller. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est si on n'avait pas de reprise sur le haut du tronc suffisant, l'idée serait de privilégier une pousse sur le bas pour reformer un tronc. Et éventuellement, si cette pousse s'avère assez vigoureuse, on pourrait couper cet été l'apex pour favoriser les départs d'entrecœur et ainsi pouvoir reformer ses bras cet hiver. L'idée, là, encore, est d'essayer de ne pas perdre une année, comme on l'a dit plus avant. Donc là, on a un exemple ici. Donc, on voit que sur le tronc, on n'a pas de redémarrage. On va essayer de garder la pousse qui est à droite, là, de venir l'attacher au tuteur. Et on verra plus tard en saison si cela nous permet de pouvoir éventuellement faire partir les entrecœurs pour pouvoir reformer des bras. Vas-y. Donc les plantiers avec les deux bras qui étaient établis cet hiver. Donc si on a des repousses suffisantes sur les bras et que ces repousses sont bien placées, l'idée va être de uniquement pratiquer l'épamprage. Donc on est sur une pratique un peu plus habituelle. En revanche, si on avait des repousses mal réparties ou insuffisantes, voire inexistantes, l'idée va être d'épamprer partiellement et là aussi de préserver en attachant un rameau d'un côté ou des deux côtés pour reconstituer le ou les deux bras pour 2022. En revanche, il n'est pas utile de retailler la baguette pour le moment. Voilà, ça risquerait de faire concentrer la vigueur sur quelques rameaux et on peut espérer quelques départs encore sur les baguettes avec un peu de production. Donc là, on a un exemple avec un cep avec nos deux baguettes où on n'a rien qui repart. Donc on va garder les deux bourgeons entourés là.
qu'on va donc sécuriser en les attachant au fil. Et par la suite, bien sûr, on va épamprer donc, le bas du tronc. Un autre intérêt aussi à ne pas couper les baguettes, on voit que là, le cep tient aussi, est attaché par les baguettes. Donc ça fait tuteur. C'est bon. Donc après, si on parle fertilisation, donc là, le petit schéma juste pour replacer l'absorption de l'azote par la vigne. Donc la vigne va commencer à absorber l'azote du sol à proximité de la floraison. Ça veut dire que, en fait, pour le débourrement, la vigne utilise l'azote de ses réserves, donc l'azote du bois. Donc, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut avoir en tête cette année, en 2021, c'est que le gel a été précoce et donc les réserves du vieux bois donc, sont peu entamées. Donc, la vigne peut, sans problème, refaire un débourrement avec ses réserves. Donc, l'idée, en fait, sur la fertilisation, ça va être de faire vraiment aucun changement dans la stratégie. Alors, bien sûr, si la fertilisation a été faite, là, on ne va pas aller surfertiliser. Si la fertilisation n'a pas été faite ou elle a été décommandée, on peut voir au cas par cas sur certaines parcelles. On pourrait imaginer des impasses de potassium, de magnésium si le potentiel de récolte est faible. En revanche, des impasses azotées sur des vignes déjà faibles est plutôt à éviter, quoi. Alors, comme on l'a dit plusieurs fois, hein, c'est vrai que les températures ne nous aident pas et ne nous ont pas aidés à la suite du gel. Et normalement, une fois que les températures seront meilleures, puis avec la pluie qu'on a eue, on devrait avoir une croissance de la vigne assez rapide. Voilà, j'insiste aussi sur un point important qui est le travail du sol. Le travail du sol va aussi, lui, favoriser la minéralisation de l'azote et va limiter la contrainte hydrique. Donc ça, c'est un point quand même important. Plus que revenir avec des engrais au sol ou foliaire. Alors, si on parle de la protection phytosanitaire, donc bien sûr, voilà, des vignes qui ont été gelées, il va falloir garder du feuillage pour faire un bon aoutement des bois, une bonne mise en réserve donc pour la saison prochaine. Comme on l'a dit, hein, on a une année là où on travaille bien sûr pour notre récolte 2021, mais on se projette aussi sur 2022 et essayer qu'elle soit le mieux possible, quoi. Donc après, il y a les parcelles, il va falloir juger les parcelles avec aussi absence de récolte ou très très faible récolte. Là, il va pouvoir y avoir des adaptations de programmes éventuels. Il va falloir penser aux petites doses, décalage des parts de protection. Voilà, mais il va falloir quand même protéger, bien sûr, ces vignes gelées. Bon. Donc, sur la taille, on n'a pas trop voulu rentrer dans le sujet parce que ça nous paraît un peu loin. Juste 2 points sur lesquels je voulais un peu insister, c'est la fertilité des rameaux issus des bourgeons du vieux bois, des yeux secondaires, des yeux de la couronne, sont équivalents aux yeux francs. Donc, ce qui veut dire qu'on peut très bien tailler sur ces bois-là. La production 2022 ne sera pas impactée par ça. Et l'autre chose, c'est que bien sûr, quand on va couper des coursons de l'année dernière, quand on va reformer des bras, on va faire et d'autant plus sur des parcelles qui n'auront pas été bourgeonnées, on risque de faire un nombre de plaies de taille plus important. Donc, il va falloir penser aussi aux cônes de dessiccation pour bien essayer de respecter les flux de sève au maximum. C'est juste les 2 petits points importants, quoi. Donc, en conclusion, on a vu là que ça va se gérer au cas par cas, que ça va être des actions qui ne sont pas faciles à mettre en place, donc il va falloir sélectionner un petit peu les parcelles. En revanche, voilà, il ne va pas falloir négliger des travaux à la vigne comme le relevage pour limiter les autres casses qu'on pourrait avoir. L'entretien du sol, comme on l'a dit, est toujours bien important et l'irrigation, bien sûr, aussi, si nécessaire. Toutes ces actions, il va falloir évaluer le bénéfice-coût avant de les entreprendre. Comme on l'a dit aussi, bien garder la vision bien sûr sur la récolte 2021, mais penser à 2022. Et on peut espérer en 2022 que les vignes gelées nous apportent une récolte quand même importante. Voilà.
si vous avez des questions. Bon, Rémi, d'abord, je te remercie et on va laisser la parole à Marine s'il y a quelques questions. Tu as été d'une clarté absolue. Eh bien, écoute, Rémi, je ne vois pas de questions. Il y avait en amont, il y en avait une petite sur justement les engrais foliaires ou les anticoulures. Est-ce que ça pouvait être une solution? Mais je pense que tu y as déjà répondu avec ton point fertilisation. Ouais, je pense que l'idée, c'est de bien se recentrer au travail du sol et d'éviter les fertilisations, notamment engrais foliaires, qui peuvent aussi coûter assez cher. Et des essais ont été faits, notamment dans des régions plus habituées au gel et qui n'ont pas montré de résultats satisfaisants, quoi. Voilà, bah écoute, je pense qu'on peut poursuivre. Et puis, s'il y a d'autres questions qui arrivent après, on te les fera remonter. Ok, ce que je vous propose, donc Rémi a abordé la partie que mettre en place en 2021. Voilà, que faut-il mettre en place maintenant, une fois que la vigne aura poussé et qu'on aura fait le constat de la situation. Ce que je vous propose, c'est une réflexion qu'on a réalisée en équipe pour se dire, bon, ben, c'est arrivé cette année, ce problème de chaleur, c'était déjà arrivé dans certaines parcelles en 2020. Hein. Des agriculteurs qui ont été gelés 2 fois d'affilée, et des fois 2 fois fortement, plutôt dans le sud du département l'année dernière. C'était le 25 mars, donc, ce qu'a présenté Sylvain tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on peut commencer à réfléchir déjà pour 2022 pour trouver des solutions? Donc déjà, ce qui nous semble important, c'est noter dans son cerveau et des fois le noter sur le papier. C'est important aussi, ça permet de retrouver les choses parce que, en tout cas le mien, mais je crois qu'on est tous un peu pareil, c'est qu'on écrase un peu les informations, notamment celles qui sont désagréables comme celle-là. Donc je pense que c'est important de zoner son exploitation et bien bien noter quelles sont les parcelles qui ont gelé cette année, comment elles ont gelé, à quelle date, est-ce qu'il y a des demi-parcelles qui avaient tenu ou pas, souvent quand il y a des pentes, etc. C'est intéressant de noter notamment celles qui ont gelé complètement et à répétition. Et sur ces parcelles-là, vraiment réfléchir à avoir une remise en cause parfois profonde et donc mettre une stratégie adaptée. Alors, cette stratégie elle consiste principalement pour nous à réorganiser le travail afin de tailler plus tard. Donc ça veut dire concrètement revoir ses habitudes. Et pour tailler plus tard, on vous donne des pistes. Alors chacun dira oui, voilà une idée absolument farfelue que je ne mettrai surtout pas en place chez moi. Ou par contre, il y en a peut-être quelques-unes qui vont peut-être vous intéresser. Donc on vous fait part de nos réflexions. Donc, revoir ses habitudes, ça peut être se mettre à travailler les sols de façon un peu plus hivernale, c'est-à-dire au lieu de tailler, dès qu'on a fini de tailler, commencer à travailler les sols, dire je travaille les sols à une période que je ne travaille pas, c'est-à-dire plutôt en début mars, fin février, je mets à propre mes sols et puis j'irai tailler plutôt en mars et début avril au lieu de travailler. Donc, peut-être décaler un peu le travail du sol. Alors, ça va à l'encontre, je suis d'accord avec vous, de tout ce qui est garder l'herbe en hiver. Je suis bien convaincu de ça aussi, mais à partir du moment, s'il y a des zones qui gèlent à répétition, il faut quand même faire des choix. Donc, si le choix, c'est de travailler le sol en hiver et de le tailler plus tard, c'est peut-être une idée à garder. C'est tailler plus tard, ça on l'a vu, et quelques résultats qui sont peut-être un peu évidents, hein, mais c'était bien aussi de mettre des chiffres sur on décale de X semaines et on sauve X% de la récolte. Donc, tailler plus tard, mais ça veut dire tailler plus tard, ça veut dire aussi pré-tailler plus tard. Parce que si c'est pour pré-tailler, comme on le fait souvent, c'est-à-dire dès que les feuilles sont tombées et à Noël, on détale la pré-tailleuse, ça ne sert pas à grand-chose parce que quand on arrive à bien pré-tailler, comme sur des vignes qui sont bien établies, des rameaux qui font 10 cm, et on se rend compte que quand on taille tard, il y a tout qui a débourré. Et quand ça gèle, tout gèle. Donc, pour moi, si on veut tailler tard, il faut pré-tailler au fur et à mesure. Parce que je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas pré-tailler. Pré-tailler, c'est une action quand même très importante qui permet de baisser les temps de taille, notamment si on veut tailler tard et rapidement. Il faut tailler plus long. C'est vrai que c'est des fois un peu en dehors des décrets, mais ce qui n'est pas défini, notamment dans les IGP et les vins de France et les vins sans IG, on peut tailler plus long. Ça, je vous montrerai quelques diapos qui expliquent ça. On peut attacher aussi les baguettes de façon tardive, quand on fait les guyos, pour les laisser plus longues déjà. Plus haute, donc on a vu qu'en hauteur, mais ça gelait beaucoup moins.
Et on laisse aussi les entrecœurs. Les entrecœurs, il faut savoir que quand vous regardez en détail, quand vous avez oublié un entrecœur, il démarre toujours plus vite. Les yeux qui sont sur les entrecœurs l'année dernière, ils démarrent toujours plus vite. Donc, le laisser, ça permet à la vigne de débourrer sur les entrecœurs et de vous laisser les bourgeons principaux en bon état. Un petit rappel aussi, quand il y a des parcelles où il y a des remplaçants et on a des plantiers, on essaie de les tailler tard parce qu'eux, ils ont tendance à débourrer très tôt. Et on le voit cette année, entre le fait qu'ils soient bas et le fait qu'ils débourrent très tôt, ils prennent de grosses... ils sont très impactés par le gel. Il y a aussi une technique qui s'appelle la taille en sélectionnant uniquement les sarments à garder et ne pas les couper. Mais ça, je vous montrerai la photo, ce sera plus explicite que 5 minutes de chat. Et alors je sais que la taille rase, c'est quelque chose qui a du mal à se développer dans le Vaucluse. J'en suis très conscient. Pour y avoir travaillé avec mes collègues assez longtemps, je sais que ça fait pas mal de blocages, notamment psycho. Voilà, il faut dire la réalité des choses. Mais tailler tard, ces IGP en taille rase, ça demande beaucoup moins de temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de repasse. Par contre, et ça demande des gens moins compétents. Donc, le souci, c'est avoir des tailleurs compétents et on a du mal à les faire tailler tardivement. Par contre, pour faire la taille rase, on a besoin de gens moins compétents et donc on peut intervenir plus tard. Et après, il y a toute une partie investissement du matériel de protection. Alors, j'ai mis un gros point d'interrogation parce que là, c'est quand même des gros investissements. Ça, c'est des choses vraiment à réfléchir. Mais il faut savoir qu'il y a un plan de relance en cours et qu'il y a des aides qui ne sont pas négligeables. Donc, si vraiment vous y réfléchissez sérieusement depuis un moment et que là, vous êtes en train de basculer, contactez Isabelle Carla. C'est son métier. Donc, 2 diapos pour montrer de façon plus visuelle ce que je vous dis. Tailler long. Tailler long, mais là, on voit un exemple de sarment qui a été taillé par erreur à 4 UE. On voit que les deux du dessus ont gelé, voilà, ils sont tout marrons. Et comme c'était taillé plutôt à 3-4 UE, à 4 UE pour dire la vérité, on a deux grappes par le dessous qui sont en train de repartir, enfin deux rameaux avec, là on voit minimum 3 grappes. Donc tailler plus loin, ça permet d'avoir un peu plus de production. Et ce que je disais, c'est laisser les sarments. Donc là, c'est une belle photo qu'on m'a fait dans le Gard, je crois. Alors le village exact, je ne sais pas, Viviane du syndicat. Et on voit que 10 jours après le gel, on voit qu'à cette période-là, vu que ça a été taillé très long, on a gardé juste les porteurs qu'on veut garder à la taille. Il suffit de repasser très rapidement et se tailler à 2 yeux. Et s'il vient un épisode de gel, ça nous gèlera les bourres d'en haut. Et on voit très bien que les bourres d'en bas ne sont pas gelées. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne et qui peut être mise en application dès demain. Enfin, dès demain. Dès l'hiver 2021-2022. Voilà pour ces propositions d'action. On a un problème de partage d'écran. Pardon? On a un problème de partage d'écran. Il y a quelqu'un qui a partagé son écran. Alors, je vais essayer de revenir. Reprends-le, ouais. Alors, je vais essayer de réactiver. Cela arrêtera le partage d'écran des autres. Vous continuez. Oui. Je vais... Est-ce que c'est mieux là, Rémi? Ouais, c'est. Attends, c'est revenu sur ton écran. C'est bon. Bon, je suis désolé, on a eu un petit bug. Donc, on va rester sur cette photo. Est-ce qu'il y a quelques questions, Marine, qui sont tombées? Oui, on a plusieurs questions. Alors, Rémi, il y avait des questions sur la protection phytosanitaire. Est-ce que ça avait un intérêt de la décaler ou est-ce qu'on reste traditionnellement sur les stades d'intervention classiques? Alors, ce qu'il faut voir là, c'est les pluies de cette fin de semaine. Il va falloir voir les parcelles qui sont 100% gelées. Bien sûr qu'elles ne sont pas réceptives aux contaminations de mildiou pour ces pluies-là. Après, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où il y a des organes verts, la vigne va être réceptive. Donc, c'est vrai que les vignes 100% gelées, si elles sont toujours 100% gelées, c'est-à-dire que si rien n'est reparti, effectivement, on va pouvoir attendre un tour en plus par rapport au foyer primaire, qui ne doivent pas sortir sur ces vignes-là, car non réceptives au moment des pluies de cette fin de semaine. Donc ça, c'est faisable. Après, on peut aussi imaginer des choses sur l'oïdium où effectivement, si on est... mais à mon sens, il faut d'abord évaluer la présence de récolte
ou non sur les parcelles, quoi. Parce que même s'il n'y a que 15 hectos sur la parcelle, bah, c'est bien s'il n'y a pas d'oïdium dedans, quoi. On sera content, quoi. D'accord, merci. Et il y a une question également sur les cordons qui sont adultes et qui sont gelés. Est-ce qu'on doit tout garder ou est-ce qu'il faut faire une sélection? Non, bah, l'idée va être bien sûr de sélectionner. En fait, ce qu'il faut un peu comprendre, c'est que c'est un peu tôt pour le moment. L'épantrage bon, à la main peut se faire, on va dire, jusqu'à 6-7 feuilles étalées maximum. Après, on est obligé de venir avec les sécateurs. Si je vais même encore plus loin, pour ceux qui le font chimiquement, ça marchera plus très bien. Donc, on va dire qu'on peut encore attendre un peu pour espérer qu'il y ait des choses qui repartent. Par contre, à partir du moment où on verra qu'il n'y a plus rien qui reparte, on va épantrer en sélectionnant, bien sûr, là où de chaque côté, le pantre bien placé pour pouvoir refaire un brin. Très bien, merci. François, il y avait une question sur le fait de tailler, enfin de transformer des cordons de royat en guyot. Est-ce que ça pourrait présenter un intérêt, évidemment dans la mesure où c'est réglementairement autorisé? Alors, je ne sais pas qui a posé la question, mais spoil mes dernières diapos. Oui, tout à fait. Je pense que pour avoir lu pas mal de choses dans la biblio, très clairement, c'est une technique qui est beaucoup utilisée dans le Nord pour un certain nombre de raisons, hein, mais la taille guyot, c'est une technique aussi qui permet, en cas de gel, de pouvoir reconstituer plus facilement les troncs et qui est un peu plus productive, sachant que quand on fait du pliage de baguette, on a souvent un certain nombre d'yeux dans la zone de pliage ou un peu plus loin qui partent bien, et souvent les yeux les plus proches de la base ont tendance à ne pas partir. Donc quand on a du gel, on a ces yeux plus proches de la base qui sont une petite assurance récolte. Alors, ce n'est pas des récoltes énormes, hein, parce que pour avoir vu quelques webinaires hier, notamment sur nos amis bourguignons, voilà, ça ne permet pas de reconstituer une récolte complète. Hein. Mais très clairement, la taille guyot, pour moi, je ne l'ai pas mis dans les opportunités de 2022 parce que ça me semble un peu compliqué de dire tout de suite, dès 2022, tailler un guyot, mais pourquoi pas pour ceux qui veulent essayer et ceux qui ont le droit aussi, parce que la taille guyot, elle est autorisée, si on regarde les Côtes-du-Rhône, uniquement sur les vionniers, hein, et dans quelques appellations de crues et de plantations anciennes, hein, sur Syrah ou à Châteauneuf, par exemple. Donc la taille guyot, elle est quand même très limitée au niveau réglementaire, mais en IGP, pourquoi pas. Après, taille guyot, ça demande des compétences, ça demande du temps de taille, du temps de pliage et d'attachage. Mais pour des parcelles zonées qui posent problème régulièrement, on peut vraiment réfléchir à des tailles guyot. Bon, écoute, a priori, il y a des gens qui placent pas mal d'espoir dans la Chambre d'agriculture pour qu'on puisse influencer le syndicat sur des tailles plus longues ou d'autres types de tailles. D'accord. Il y a une dernière question sur est-ce qu'on aurait des résultats en agroforesterie? Alors, s'il y a des techniciens charmes qui ont des résultats, je veux bien qu'ils le disent. Moi, j'en ai pas. Il se dit beaucoup de choses là-dessus, plutôt positives. Le problème, c'est que des vraies parcelles en agroforesterie, on n'en suit certainement pas assez. On a tous vu que sous les arbres, souvent les vignes avaient beaucoup mieux tenu. Hein. Sous les chênes, souvent on a des vignes qui sont un peu plus vertes. Après, des résultats d'expérimentation un peu carrés. Je ne sais pas si Rémi, vous en avez parlé, vous, hier à la réunion d'échange. Non, on n'en a pas parlé parce que je rejoins sur les observations des arbres où effectivement on a des vignes un peu plus jolies, mais je rajouterais dans ce type de gel, quoi, parce que par rapport à peut-être ce qu'a dit au début Sylvain, je pense qu'en fonction du type de gel, on peut avoir des résultats aussi différents, quoi. On va prendre une toute dernière question, puis peut-être avancer parce qu'on n'est déjà pas très en avance. Sur la taille tardive, on demande est-ce qu'il y a une période entre guillemets maximale où on peut raisonnablement l'envisager sans qu'on ait d'impact négatif? Alors ça, c'est des résultats expérimentaux qu'on a eus auprès du lycée de Carpentras-Sierre il y a quelques années. On était allé jusqu'à tailler des vignes qui étaient en train de fleurir.
Donc là, sur une année très séchante, alors je n'ai pas le millésime en tête, je ne sais pas si Sylvain pourra me seconder non plus. Enfin, il y a un moment, il y a au moins 10 ans. Très clairement, quand on taille des vignes qui sont en train de fleurir et que derrière, on est sur des sols très séchants et des années très séchantes, on fait beaucoup de mal à la vigne. Pas très étonnant, mais bon, c'est quand même bon de le savoir, donc il ne faut pas aller trop loin. Après, moi, ce que je peux dire, c'est des gens qui taillent avec des vignes à peu près dans cet état-là, sur la photo. Systématiquement, sur Gigondas, parce qu'ils ont des vignes très gélives, pas très gélives, très sensibles à la coulure, pardon. Et qui, de ce fait-là, ça on l'avait bien vu en 97, et tous les gens qui ont taillé tard, la plupart des gens qui ont taillé tard ont fait une belle récolte. Donc voilà, tailler au jour d'aujourd'hui sur des stades de phéno qui ressemblent plutôt à du début mi-avril. Des personnes qui font ces essais-là, enfin, cette pratique-là depuis longtemps, ont des vignes qui tiennent toujours bien le choc. Après, on manque très clairement d'expérimentation à long terme là-dessus. Moi, je ne suis pas très inquiet, comme on l'a dit, la vigne, c'est une liane, elle est là pour s'adapter et elle est capable de repousser. Moi, je pense jusqu'au stade 3-4 feuilles, voire 5 feuilles étalées, je ne pense pas qu'il y ait de risque. Après, au-delà, il faut qu'on fasse de l'acquisition de référence. Ouais, juste pour confirmer, François, on a discuté hier avec nos collègues des Pyrénées-Orientales qui font ça aussi depuis un certain nombre d'années et qui ne voient pas d'écart sur les parcelles où ils font ça, quoi. Ça tient la route depuis de nombreuses années, quoi. Okay, pour vous peut-être, il nous reste à peu près un quart d'heure de webinaire, hein, pour les gens qui se disent mais à quelle heure je vais aller boire mon rosé glace ou ma petite bière. Encore un petit quart d'heure et on vous libère. On peut peut-être poursuivre parce que pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Ok. Donc, je vais laisser la parole à Manon Dublé et Alice Vache qui vont nous parler, ils vont essayer de répondre à la question qui est quand même toujours très compliquée parce que je ne les ai pas vus avec une boule de cristal. Mais voilà, est-ce que le changement climatique, sur lequel on a quand même du mal à dire qu'il n'existe pas, hein, vu ce qui se passe en viticulture, et va-t-il augmenter les risques de gel? Donc, Alice du pôle haut territoire environnement de la Chambre du 84, à deux voix avec Manon Dublé de la Chambre et Alice Vache, qui a été stagiaire à la Chambre, maintenant qui travaille à la Fédération des ASA du 13, vont essayer de nous donner quelques réponses à cette question qui est quand même qui nous inquiète tous. Donc je te laisse la parole, Manon. Et oui, bonjour à tous. Donc, nous, avec Alice, on va vous parler de projections climatiques. Donc, ces projections, elles sont issues d'une plateforme DRIAS. Sur la diapo, là, vous pouvez voir, il y a quatre scénarios identifiés. Donc, le scénario 2.6 avec une diminution des émissions de gaz à effet de serre, le scénario 4.5 avec une stabilisation à horizon 2050, le scénario 6.0 avec une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2100, et le scénario le plus extrême que vous voyez en rouge, c'est la croissance des émissions. Donc, ces projections qu'on va vous présenter, elles sont issues de mailles de... Petit écho. 8 km par 8 km. Si tu peux passer, François. Donc là, voici un exemple de projection climatique avec notamment le nombre de jours de gel. Donc sur la gauche, on peut voir le nombre de jours de gel dans le Vaucluse sur la période 1976-2005, avec en bleu très foncé une centaine de jours de gel et en bleu très clair, c'est 10 jours. Et là, si on regarde le graphique sur la droite, donc c'est des projections issues du modèle le plus pessimiste, lui qui correspondait à la courbe rouge sur le graphique précédent. On observe une nette diminution du nombre de jours de gel avec ce scénario le plus émissif. Donc là, si on continue. Voici donc un indicateur agroclimatique qui est le nombre de jours de gel du 1er février au 30 avril. Donc ces graphiques-là, ils résultent du scénario neutralité carbone à horizon 2150, donc le scénario 4.5. Sur deux villes du Vaucluse qui ont été sélectionnées. Donc, il faut savoir qu'on peut produire tous ces résultats à l'échelle de chacune des communes. Là, ce qu'on peut voir sur ces graphiques,
Au cours du XXIe siècle, on voit une forte diminution du nombre de jours de gel, donc entre février et avril. On a une diminution de 20 à 30% entre le XXe et le milieu du XXIe siècle, et une diminution plus importante de 40 à 60% entre le milieu et la fin du XXIe siècle. Il faut savoir que cette réduction marquée du nombre de jours de gel, elle affecte donc le gel au risque au niveau du débourrement. Il faut savoir qu'il va faire de plus en plus chaud. Le nombre de jours de chaud et très chaud, donc supérieur à 25 et supérieur à 32 degrés, va augmenter. Les épisodes qu'on a connus comme cette année avec la hausse des températures dès le mois de mars, ça va se reproduire très souvent. Et le nombre de jours de gel ne va pas forcément diminuer très rapidement. Il diminuera dans un horizon plus lointain, mais donc ces phénomènes vont se répéter. Diapo suivante. Donc là, je vais laisser Alice présenter les graphiques. Donc bonjour à tous. Donc ça, ce sont des indicateurs que j'ai eu l'occasion de produire en sélectionnant les sites de Vaqueras et d'Apt pour leur quand même relative singularité, puisqu'il y a quand même pas mal de différences entre les deux sites. Donc pour la date de dernière gelée en sortie d'hiver. Donc on voit en fait un effondrement, c'est-à-dire que quand on compare par exemple les valeurs médianes, donc qui sont les rectangles pleins par rapport aux valeurs extrêmes, on voit que sur la période historique, en fait, donc les dernières gelées pouvaient aller jusqu'à la première quinzaine d'avril et qu'à horizon donc 2100, elles seront vers février. Et en valeur extrême, il pourrait même ne plus y en avoir. Donc ça, c'est lié au phénomène de réchauffement climatique, qui est un phénomène à prendre dans la globalité du changement climatique ou du dérèglement climatique. Voilà, c'est une des particularités de ce changement. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Je passe. Oui. Donc, j'ai pu travailler sur les dates de franchissement des seuils par rapport aux sommes de température, etc. Et on voit en fait que les seuils donc, sont franchis de plus en plus tôt, puisque là, donc, pour la floraison du grenache, après, ça dépend aussi des cépages. On peut faire ça avec différents cépages sur différentes localisations. Là, en l'occurrence, donc on voit bien que sur la période historique, ça se trouvait vers début juin et que ça va s'avancer à mi, voire fin mai. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un réchauffement puisque le stade phénologique de la vigne est, on va dire, anticipé. Ce qui a d'ailleurs été soulevé dans des questions de ce que j'ai pu voir. Le risque de gel est ce qu'il est. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement, justement, les impacts vont devenir plus importants vu l'avancée du développement phénologique du végétal. Ouais, c'est bon. Donc là, oui, c'était sur Vaqueras et Apt. Pour comparer, ça, on voit à peu près les mêmes données. Et surtout que les valeurs qui étaient extrêmes sur la période historique, en fait, deviennent presque des valeurs médianes à l'horizon 2100. Et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de se dire qu'en 76-2005, bon, quand il y avait des années où effectivement c'était un peu plus en avance, ça va devenir la norme d'ici à la fin du siècle. Et là, on est bien sur un scénario donc, où il y a des politiques de stabilisation de l'émission des gaz à effet de serre, sachant que tous ceux qui sont émis maintenant, on aura encore des répercussions sur entre 50 et 250 ans, selon le type de gaz à effet de serre que c'est. Donc, ces politiques-là n'auront un impact que vers 2100, voire après. Donc, tout ce qui va se passer là, c'est sur ce qui aura été émis avant. Je te laisse conclure maintenant. Oui, donc en conclusion, on peut dire, on voit que le nombre de jours de gel va diminuer, mais plutôt à un horizon plus lointain. On a un net avancement des dates de débourrement et donc un risque de gel assez important en augmentation. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour produire de nouveaux indicateurs, pour notamment produire des indicateurs sur votre commune. Bon, merci Manon et Alice.
Alors, François, j'ai juste une petite question qui a été posée sur les observations qui auraient pu être faites entre 2018 et 2020 sur des tailles tardives et sur la sensibilité au mildiou. Est-ce qu'on l'a aussi observé? Ouais, il y a quelques observations qui ont été faites, notamment en 2018, notamment sur Gigondas, notamment chez la même personne, chez qui en 2017 était extraordinaire. C'était peut-être le seul endroit où on ramassait des raisins sérieusement sur Grenache dans nos essais. C'est vrai que le problème de la taille tardive, c'est que elle va donc retarder un certain nombre de développements. Notamment, on va arriver à une période de floraison qui est retardée, dans une période globalement en général plus chaude, plus favorable à la nouaison. Mais en 2018, quand la floraison est arrivée, on était au pic du pic de mildiou, c'est-à-dire autour du 15-20 juin. Et pour ceux qui se souviennent, le 15-20 juin, les dernières pluies de 2018, avant que la sécheresse enfin arrive, c'était très chaud au niveau du mildiou. Donc malheureusement, voilà, le risque de tailler tard, c'est qu'il faut être très attentif au développement du mildiou. Les années compliquées, la floraison est plus tardive, et quand on peut chevaucher période de floraison et risque maximal mildiou, on sait que ça se finit très mal. Donc il faut être attentif sur ces aspects-là. Mais après, c'est 2018. 2018 est une année hyper exceptionnelle qu'on n'espère pas revoir. Et c'est comme toute stratégie, quand on change ses habitudes, il faut aussi être prêt à changer un certain nombre de paramètres, et notamment sa réactivité au mildiou. Dans les années où voilà, certaines parcelles qui ont déjà fini de nouer, ben, on dit que c'est quasiment terminé. Et si celles-là sont en pleine fleur et que le risque mildiou est fort, il ne faut pas les oublier. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Ce que je vous propose, est-ce qu'il y a des questions pour Manon et pour… Non, a priori, pour l'instant, on n'en a pas, donc tu peux poursuivre. Et puis, si elles arrivent, je les ferai remonter. Ok. Donc, avant de laisser la parole à Christian Gilly pour conclure nos travaux, je voulais vous faire part d'une réflexion d'équipe sur quelle stratégie à moyen et long terme mettre en place. Donc, très clairement, je pense que dès à présent, quand on va planter une vigne à partir de 2022, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête ce risque de gel. Manon et Alice l'ont bien montré, et voilà. Je pense que c'est important qu'elle le montre, mais vous lisez toutes publications de l'INRA sur ces éléments-là. Voilà, l'autre jour, je crois que c'est Toussaint qui s'appelle, le gars qui s'occupe, la personne qui s'occupe des travaux, la cave, le disait nettement, on va vers des périodes où le risque gel sera plus fort. Donc, toute nouvelle plantation doit être réfléchie là-dessus. Donc déjà, je pense qu'il faut réussir à faire des exploitations plus résilientes et peut-être un peu diversifiées aussi. Ça, c'est un autre sujet, mais on n'abordera pas aujourd'hui. Mais faire que de la vigne, des fois, c'est compliqué. Même si c'est compliqué déjà sur le court noué. Donc, voilà. Je pense qu'on a intérêt à faire reposer un peu plus nos sols et les faire un peu plus tourner et se diversifier un peu plus pour que nos entreprises soient plus résilientes. Si on revient à la viticulture, il faut vraiment prendre en compte les cépages et les variétés. On vous a donné quelques éléments. Bon, ces éléments, on les reprendra, on les confirmera, on les validera. Je pense qu'au niveau national, on va croiser aussi les informations qui seront recueillies. Donc, pour choisir des cépages, des variétés, notamment dans les zones très gélives, qui sont moins sensibles. Certainement, il faut vraiment réfléchir à avoir des porte-greffes plus vigoureux qui seront capables, les vignes plus vigoureuses, on le voit, ont des capacités de repousse plus fortes. De l'organisation qui doit changer dans les exploitations, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Le mode de conduite, des fils porteurs plus hauts. Alors après, il y a des problèmes réglementaires, hein, mais si on n'est pas en appellation, mettre des fils plus hauts, ça permet de se sortir de gelée un peu modérée. Après, s'il fait très froid pendant très longtemps, on a beau avoir des vignobles un peu plus hauts, ça gérera quand même. Mais on le voit très nettement, de s'élever de 10, 15, 20 cm, ça permet de résoudre certains problèmes et en plus de résoudre des problèmes de dos. Un vignoble aussi plus résilient par rapport au gel, avec des tailles guyot, on en a parlé tout à l'heure dans ma réponse, plus facile à reconstituer et plus productif. Donc plus facile à reconstituer en cas de gel. De la taille rase qui laisse beaucoup d'yeux latents et des yeux qui ne partent pas. Au contraire de la taille classique où en fait on laisse globalement peu d'yeux
Et c'est pour ça qu'on a de l'épamprage et de bourgeonnage. Quand on fait la taille rase, globalement, on laisse beaucoup plus d'yeux que la vigne est capable de faire pousser. Donc, il reste des yeux latents et on a plus de facilité normalement à reconstituer de la production rapidement à la taille rase. Et la taille minimale, Sylvain l'a très bien montré et c'était quand même très illustratif ce qui s'est passé. Donc, on est beaucoup plus haut, on est beaucoup plus productif. Donc, on va être capable de mieux encaisser les gels. Voilà quelques pistes de réflexion. Je laisse la parole à Christian Gilly, notre vice-président de Chambre d'agriculture, pour clôturer ces travaux. S'il y a quelques questions, je veux bien les prendre. Écoute, a priori, là, il n'y a pas de questions en particulier. Je précise juste que dans le chat, vous avez un lien vers un petit questionnaire aussi que vous pouvez remplir pour les personnes qui sont en train, avant qu'elles finissent de se déconnecter. Il y avait une remarque sur la taille douce et l'augmentation des hauteurs de palissage, auquel on peut dire qu'a priori, il n'y a pas on peut très bien pratiquer de la taille douce et monter des pieds plus hauts. C'est pas incompatible. Voilà. Christian, je te laisse conclure nos travaux. Très bien, écoute, je te remercie François. D'abord, je voudrais remercier toute l'équipe des intervenants. Tout a été très clair et très bien expliqué. Votre coup d'essai du webinaire a été, je crois, un coup de maître, hein, puisque c'est la première fois que l'équipe Viti mettait en place un tel dispositif. Je pense que c'est une réussite et que ça demande qu'à être renouvelé. Donc, merci à tous les intervenants. Alors, 2-3 mots, donc je n'ai pas la prétention de faire une synthèse des pratiquement 2 heures qu'on vient de passer ensemble, mais j'ai peut-être quelques points que j'ai notés au fur et à mesure, notamment sur le caractère très exceptionnel de la période de gel qu'on a connue. Alors, c'est vrai qu'on nous dit que les gels de printemps risquent d'être de plus en plus fréquents, même s'ils viennent de nous dire à l'instant qu'il y aura moins de gel, mais ça, on s'en rend compte. Et cet hiver, déjà, on a eu très peu de nuits de gel, déjà, si ce n'est un petit peu, je crois, au début du mois de janvier. C'est vrai que les hivers sont moins froids qu'auparavant, mais les gelées de printemps sont toujours là et risquent d'être de plus en plus fréquentes pour la bonne raison que le changement climatique entraîne quand même, ça a été dit aussi, un débourrement beaucoup plus précoce. Alors là, à titre d'exemple très rapide, bon, moi je suis sur Entrechaux, donc sur un secteur qui est quand même très tardif, et je me souviens quand je me suis installé, la vigne démarrait toujours au mois de mai. Donc les gelées d'avril, on n'en avait vraiment rien à foutre. Et c'est arrivé qu'il fasse quelques petites gelées, ça ne nous gênait pas du tout. Maintenant, ici, même en zone tardive, ben, la vigne commence à démarrer vers le 10 avril, au mi-avril, au plus tard. Donc, on est quand même sujet aussi à ces gelées de printemps. Et en plus, cette année, ça a été quand même des températures, d'une part, exceptionnellement basses, qui ont fait de gros dégâts. Et on a vu sur un tableau comparatif avec les records relevés depuis, pour certains secteurs, depuis 60 ans, de températures basses du mois d'avril, tous les secteurs du département ont été pulvérisés, quoi. Et à titre d'exemple, le plus représentatif, alors ce n'est pas une zone viticole, vous me direz, mais quand même sur la ville de Sceaux, le record précédent était de moins 6,5 pour le mois d'avril. Là, il a fait moins 10,1. Et puis après, bon, vous avez des moins 4 passés à Kéran et autres. Vraiment, ça a été quand même un caractère très exceptionnel et exceptionnel aussi par la durée du gel. Le gel de printemps, c'est souvent 1 heure, 2 heures, voire 3 heures le matin au lever du jour. Là, par endroit, ça a été pendant 10 heures. Donc, caractère très, très, très exceptionnel. On voit quand même, ici, ce n'est pas très fréquent, mais on voit que les luttes contre le gel sont quand même très aléatoires. On a vu dans la presse ou autre les chaufferettes de Bourgogne ou de Champagne. Avec des froids pareils, de toute manière, à mon avis, il n'y a pas grand-chose de très efficace. Alors maintenant, mais il y a le constat de cet épisode de gel.
Donc, ça a bien été dit. Je crois que la première urgence, c'est d'attendre. Hein, je crois qu'il ne faut pas précipiter les choses, attendre de voir comment la vigne va redémarrer. Ça a été dit par Rémi, pas la peine de couper tous les bourgeons qui sont gelés ou autres. Ça tombera tout seul, il n'y a pas de souci. Donc, pas de travaux de folie dans l'immédiat. Par contre, on privilégie l'avenir. Et ça, dessus, j'insiste. Alors, s'il reste un peu des raisins dans la vigne, tant mieux. Et j'espère que pour la plupart d'entre vous, il y aura quand même encore une petite récolte. Contrairement, et là c'est une parenthèse que j'ouvre, aux producteurs de fruits, hein, puisqu'un cerisier ou un abricotier gelé à 90 ou 100%, il n'y aura pas de cerises, hein, c'est certain. Là, dans la vigne, on a toujours espoir d'avoir un tiers de récolte, une demi-récolte. Et selon les cépages, ça arrive assez régulièrement. Donc, privilégier l'avenir, privilégier donc la reformation des souches ou autres. Ça a été très bien expliqué. Et là, je crois que c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, il y a aussi peut-être une petite porte de sortie, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde, notamment pour les producteurs d'AOC, et je sais qu'ils sont majoritaires dans le département, mais peut-être après essayer de changer les cépages. On a vu qu'on a quelques cépages qui sont plus résistants. Les modes de conduite aussi, ça vient d'être dit à l'instant par François, et on se rend compte que la taille rase, notamment, est efficace puisqu'on peut la faire très tardivement et ça va vite, beaucoup plus vite que la taille manuelle. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à envisager, mais bon, ce n'est pas bon pour l'AOC, hein, mais pour les vins de pays ou les vins de France, pourquoi pas. La non-taille, on a vu qu'il y a eu quand même pas mal de bons résultats. Je crois que c'est des choses à prendre en compte puisqu'il y a quand même une certaine production dans notre département de vins de pays et c'est en plus théoriquement les parcelles qui sont le plus gélives. Hein, je crois que les AOC qui sont sur les coteaux sont, pour les années de gel normal, je dirais, hein, sont quand même beaucoup moins gélifs, mais malheureusement, dans les parcelles un petit peu plus basses, non classées en AOC, c'est quelque chose qui est plus fréquent. Donc, il faudra peut-être prendre en compte les quelques conseils qui viennent de vous être donnés aujourd'hui. Alors, je le redis aussi, ça a été dit par François, n'hésitez pas à contacter l'équipe Viti de la Chambre d'agriculture de Vaucluse. Ils sont à votre disposition. Ils sont, vous avez vu, très compétents. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Et donc, merci encore aux intervenants et merci aussi à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Vous étiez, je crois, plus de 100 au pic de la réunion, donc c'est quand même quelque chose de très, très bien. Merci encore et à bientôt en espérant qu'il restera quelques raisins sur les vignes. Voilà, François. Merci, Christian. Je te laisse conclure. Non, mais je ne parle pas après les professionnels, donc merci de tes paroles. Bonne soirée à tous et bon courage.